En second lieu, il faut faciliter la diversité des itinéraires. Par exemple, au cours de la vie scolaire ou universitaire, la capacité de changer de cycle. Ce n'est pas fréquent dans les systèmes européens que je connais. Il y a aussi le lien entre congé parental et congé éducation. Cela vous paraîtra peut-être surprenant, choquant, en dehors du sujet. Mais je vous ai parlé tout à l'heure de l'enfant, de 0 à 3 ans. Eh bien, la question du congé parental peut être très importante pour permettre à l'enfant de se frotter, pardonnez-moi l'expression, à sa mère et à son père. Donc, du point de vue du développement de l'enfant, compte tenu de ce que l'on sait aujourd'hui dans les sciences neurovégétatives, je crois qu'il est très important d'inclure cette dimension, cette réflexion dans l'éducation tout au long de la vie. Et enfin, bien sûr, le recours à l'alternance sous toutes ses formes. Alternance subie ou alternance voulue, s'il y a une initiative de l'intéressé. Et enfin, le dernier élément pour poser cette éducation tout au long de la vie, sur lequel je voudrais insister, c'est la notion d'Amartya Sen, la capacité. C'est un mot traduit de l'anglais, capacité. Cela veut dire que l'angoisse des éducateurs et des responsables de la société est bien, conformément d'ailleurs aux 4 piliers de l'éducation, de rendre chacun capable d'affronter les problèmes de la vie, capable, la capacité, la capacité. Et cette capacité, elle ne se juge pas uniquement par le diplôme, elle ne se juge pas uniquement par des expériences orales, ni même par la première expérience professionnelle, elle implique une conception plus large. Et on a beaucoup de mal à faire comprendre ça aux offices qui sont chargés de la politique de l'emploi, la capacité. Ce n'est pas simplement la rencontre d'un cursus avec une description d'un job, c'est beaucoup plus que cela. Et là, il y a beaucoup à travailler encore pour faire comprendre cette notion à tous ceux qui ont une responsabilité dans la société. Et enfin, bien entendu, mais vous le savez, il faut éviter la fraction numérique qui existe déjà et qui est d'autant plus importante qu'aujourd'hui, dans le monde anglo-saxon, on se préoccupe beaucoup d'intégrer les nouvelles technologies de l'information dans le processus éducatif. Bien sûr, à chaque société, mes propos sont trop généraux et je m'en excuse, à chaque société de trouver le chemin en fonction de ce qui existe chez elle, de ce qui va bien et des lacunes à combler. Et de ce point de vue, je ne saurais trop vous recommander, une fois de plus, de vous référer aux enquêtes PISA qui sont très approfondies et qui donnent beaucoup à réfléchir. Tels sont, me semble-t-il, les moyens possibles pour essayer de fusionner éducation première et éducation des adultes pour arriver à ce qui est encore un concept un peu vide, l'éducation tout au long de la vie, un idéal, une soif d'apprendre très répandue dans le monde. Mais cette société éducative, cette société dont chacun est à la fois tantôt éducateur, tantôt éduqué, tantôt éducateur, tantôt éducaté. C'est-à-dire une société qui éduque et qui d'ailleurs, dans sa politique générale, essaie d'écarter tous les éléments qui sont contraires, qui sont des obstacles à cela. Mais il y a aussi la préparation pour affronter le changement. Et de ce point de vue, il y a quelques thèmes sur lesquels je voudrais insister pour les intégrer dans la conception, dans le corpus de l'éducation tout au long de la vie. J'en ai pris 5, le défi de la mondialisation, l'individualisme contemporain, l'influence des médias, l'idéologie économique dominante. Voilà des éléments qui me paraissent assez importants pour devoir les souligner. Tout d'abord, le défi de la mondialisation, c'est le plus évident, je n'insisterai pas. Le ressenti n'est d'ailleurs pas le même dans tous les pays. On remarquerait qu'en France, le refus de la mondialisation est assez important. Je ne sais pas ce qu'il en est en Espagne, mais en France, il est assez important, à tel point que les thèses
désincarnés sur la démondialisation font plaisir à tout le monde. Il en est ainsi des pays qui hésitent sur leur sort et qui, de temps en temps, aiment s'échapper dans un rêve ou dans un concept. Les Français adorent les concepts pour s'échapper de la réalité. Donc, la mondialisation est un point vraiment important pour certains pays. Oh, si je parlais en Suède ou en Allemagne, je parlerais différemment, bien sûr. C'est le local contre le global. C'est la quête des racines et des références. Toute chose authentique est valable. C'est la montée des populismes à travers les pays émergents de nouvelles cultures différentes de la culture occidentale. Quand nous allons former des jeunes qui viennent de naître, qui sont encore des bébés, il ne faut jamais oublier qu'ils auront à vivre dans un monde où s'affronteront plusieurs cultures et où la supériorité ressentie par nous de la culture occidentale aura disparu. Ah, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter l'enfant avec l'eau du bain, non. Mais il faut bien avoir cela en tête. La mondialisation, c'est cela aussi. C'est la culture occidentale, une certaine manière d'approcher les choses, notamment en matière diplomatique, qui est en cause. Quand vous parlez avec un Chinois ou un Indien, vous vous en rendez compte. Donc tout cela, c'est le défi de la mondialisation. Et bien sûr, il y a des réponses quand même régionales et nationales. Il y a l'actualité du principe de subsidiarité ou de la démocratie à portée de la main, mais il n'en reste pas moins que l'éducation au vivre ensemble est vraiment important pour essayer de faire face aux défis de la mondialisation. Vous remarquerez que j'ai été très nuancé en parlant, bien sûr, de la quête des racines qui est essentielle. On ne peut pas inviter les jeunes générations à vivre dans une société mondialisée, banalisée. On doit garder ses racines et autres. Mais comment avoir la dialectique entre ses racines, la fierté d'être où on est, avec ceux auxquels on est, et d'un autre côté, être dans le monde pour pouvoir y vivre et pour pouvoir défendre nos intérêts, tout simplement. C'est cette dialectique qui est difficile, mais qui fait partie de l'éducation. Le deuxième thème, beaucoup plus controversé, et ce n'est pas au Pays Basque qu'il faudrait en parler, parce qu'au Pays Basque, l'individualisme contemporain n'a pas exercé les ravages qu'il exerce dans d'autres pays. Mais c'est le déclin des liens traditionnels. C'est l'homme trop souvent perdu dans la foule solitaire. Il y a eu un film comme ça qui s'appelait « L'homme perdu dans la foule solitaire ». À l'extrême, chacun se sent le seul juge de lui-même. L'esprit de compétition ne va plus avec l'esprit de coopération. Et une société, bien sûr, l'homme se sentant le seul juge de lui-même est lié au déclin des religions, oui, mais ce n'est pas ça seulement. C'est la question de ne plus se reconnaître dans la communauté, dans les collectivités auxquelles on appartient, avec les disciplines que cela représente. Mais derrière tout cela, il faut bien le reconnaître, il y a chez les individus les plus perdus, pas les individualistes mondialisés, ces jeunes qui voyagent partout, mais chez les autres, il y a une immense requête de reconnaissance. Des individus dominés face à la complexité des situations, à la multiplicité des choix, et en même temps de plus en plus détachés de leur cadre traditionnel, ils ont besoin qu'on les reconnaisse. Et tous les exemples que l'on a de la lutte contre la pauvreté, la marginalisation, sont basés bien sûr sur des recettes économiques, matérielles, éducatives, mais aussi sur cette reconnaissance accordée à ceux qui sont en marge de notre société. C'est pourquoi l'éducation tout au long de la vie doit redonner confiance à chacun, le respect de soi et une certaine estime sociale. C'est pourquoi il faut apprendre à être et apprendre à vivre ensemble. On en revient au principe. Troisième élément qu'il faut citer, c'est l'influence des médias et des nouvelles technologies de l'information. Cela donne lieu à deux éléments très dangereux, le culte de l'instantané et la société émotionnelle. Le culte de l'instantané, c'est un attentat anti-éducation, puisque c'est oublier la mémoire
et c'est oublier un avenir. Gaston Berger disait « Quand je regarde l'avenir, déjà je le construis ». Donc cette société de l'instantané, quand un ministre vient à la télévision, le journaliste lui dit « Monsieur le ministre, il y a eu telle catastrophe, quelle est votre réponse ?» Alors, ils sont tous tremblants, parce qu'il n'y a pas de réponse immédiate, bien sûr. Et par conséquent, ce culte de l'instantané est mortifère aussi. Il est anti-éducation. Il est contre l'investissement dans l'éducation, en quelque sorte, puisqu'il le rend inutile. Et deuxièmement, la société émotionnelle. Nos télévisions commencent tous les jours par les accidents de la vie. On pleure. On est ému. On donne parfois 1 ou 2 euros ou 10 euros. Et puis c'est fini. L'émotion remplace la compassion. La compassion remplace la solidarité. Donc ces deux éléments de la société moderne, ce n'est pas une question morale. Ces deux éléments de la société moderne, l'instantané et l'émotion, sont des éléments anticonstitutifs de la personne et de la société. Et c'est le rôle de l'éducation de faire qu'il en soit autrement. C'est pourquoi, me semble-t-il, apprendre à être, apprendre à vivre ensemble, apprendre à connaître les parcours de l'humanité est extrêmement important. Il y a, par exemple, en ce moment, vous le voyez bien, certains doutes sur la construction européenne. Mais ils sont d'autant plus importants, ces doutes, que vous êtes dans l'instantané. En revanche, si vous avez un peu de mémoire et que vous voyez pourquoi cela a été fait, ce qui a été fait, ce qui n'a pas encore été fait, alors le projet européen retrouve un sens. Mais il n'en a pas dans la culture de l'instantané, il n'en a pas chez les sondeurs, qui du jour au lendemain vous demandent si vous voulez quitter l'euro pour retrouver la peseta. Alors il y aura toujours 30-35% des gens qui vous diront oui aussitôt, cela suffit. Puisque souvent, le minoritaire qui crie est plus important aux yeux des médias que la majorité qui se tait ou qui essaie de comprendre. Quatrième élément, c'est le dernier, rassurez-vous, l'idéologie économique dominante. C'est le marché juge de tout. Or, nous avons connu ça dans les années 2000. Le marché juge de tout. D'ailleurs, c'est assez commode pour les hommes politiques, ça les débarrasse de leurs responsabilités, puisque c'est le marché qui est l'ultime recours, c'est lui qui classe selon les choses, et en plus avec la domination financière. On parle beaucoup des crises des banques, mais l'idéologie qui était de l'époque doit être dénoncée, car ce n'est pas une idéologie partisane, c'est une idéologie qui nous emmène dans le mur et qui existe toujours. Il y en a deux éléments. Quand on fait de l'économie, il ne s'agit pas de dire ce que l'on préfère, il s'agit de choisir. Et en second lieu, quand les idéologues financiers du marché nous disaient « ce qui est important, c'est la création de valeur ». Quelle valeur? La valeur en bourse? Quelle valeur? Alors on est là tout à fait loin de l'entrepreneur de Max Weber et de Schumpeter. C'est contre ça que l'éducation doit lutter, non pas pour dénoncer une idéologie partisane, mais pour bien expliquer que le coureur de fond a plus de chances que les autres, et que dans le fond, l'équilibre entre marché et régulation est nécessaire. Le marché, parce qu'il est la liberté, il permet la compétition, une compétition parfois saine, et la régulation parce qu'elle permet à l'homme d'être enserré dans des règles de droit et dans des institutions qui le poussent à être un peu moins déraisonnable. Et les institutions sont faites pour ça. Et c'est à ça d'ailleurs qu'a été bâtie la démocratie, comme un système qui essaie de limiter les excès, les folies des hommes. Et nous sommes toujours capables de refaire ces folies. Donc, il faut retrouver un équilibre entre le marché et les régulations, et aussi faire réfléchir à la place du politique, ce compromis entre régulation et marché.